C'est bon? Oui, Oui. professeur. S'il vous plaît, professeur, Alors, quand est-ce que vous serez par hasard disponible au niveau oui. du département cette semaine? Alors, normalement, dimanche et lundi. Lundi, parce que le dimanche, j'ai une réunion avec le staff, donc je ne serai pas disponible. Mais le lundi, j'y serai. D'accord, merci, Ok. professeur. C'est bon. C'est bon, on peut commencer? On peut commencer? Oui, professeur. Oui, professeur. Alors, vous m'entendez bien, hein? Oui. J'aurais aimé faire ce cours en présentiel parce que j'aurais aimé de l'interactivité, c'est-à-dire on discute entre nous et pas j'expose moi devant un écran comme ça ne me plaît pas beaucoup, mais ça fait rien. Alors, on va faire les hémorragies digestives hautes. Alors, d'abord, il faut savoir que en médecine, il y a deux situations. Il y a à froid, ce qu'on appelle à froid, et il y a l'urgence. D'accord? À froid, tout ce qui est en consultation, tout ce qui est dans le service, on a le temps de discuter avec le malade, de poser le diagnostic et tout. Et il y a une deuxième situation, c'est l'urgence. D'accord? Où on n'a pas le temps, c'est dans les box des urgences, dans les pavillons des urgences. Et même là, il faut savoir qu'il y a deux types d'urgences. Tout médecin doit savoir ça. Il y a deux types d'urgence. Il y a l'urgence où le pronostic vital est engagé. Vous m'entendez? Oui, professeur. Oui, professeur. Très bien. Alors, il y a les urgences où le pronostic vital est engagé dans l'immédiat. Et il y a les deuxièmes situations, c'est des urgences, mais on n'a pas le pronostic vital qui est engagé dans l'immédiat. Exemple, une appendicite et une hémorragie digestive. Un accidenté de la circulation, c'est comme les hémorragies digestives, le pronostic est engagé dans l'immédiat, donc il faut faire vite. Par contre, un malade qui vient pour une appendicite, il n'y a pas vraiment l'urgence dans l'immédiat, c'est comme une occlusion, on a encore un petit peu de temps. Et ceci dit, alors même pour l'appendicite, les deux situations sont différentes. Hein. Pour l'appendicite, le malade, il vient, il peut venir seul consulter pour une douleur abdominale, il peut venir à n'importe quelle heure, oui. Occlusion, il peut venir seul, mais l'hémorragie digestive, il ne vient jamais seul. Il vient toujours accompagné. Si ça s'est arrivé pendant son travail, eh bien, il viendra avec ses collègues de travail, c'est eux qui vont les ramener. Et si c'est arrivé à la maison, c'est sûr que c'est les accompagnateurs de la maison qui vont l'accompagner et le faire venir aux urgences. Pourquoi? Parce que une hémorragie, ça veut dire, je vous ai toujours dit, pour toute la population, pour tous les gens, pour tout le monde, extérioriser du sang par la bouche, ça veut dire qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est en train de se déchirer et le sang, ça veut dire c'est la mort. Donc, il y a la mort imminente qui le suit. C'est pour ça que c'est très stressant. Alors, je reviens. Il y a les urgences qui engagent le pronostic dans l'immédiat. Il y a les autres où on a un petit peu le temps. Ceci dit, pour le médecin, pour l'urgence où il n'y a pas le pronostic dans l'immédiat, il peut faire face seul. Il a un malade qui vient pour une douleur de la fosse iliaque droite, suspicion d'appendicite, il peut gérer lui seul ça. Par contre, à chaque fois où il y a une urgence, où le pronostic vital est engagé dans l'immédiat, le médecin ne doit pas faire face seul à cette situation. Il doit appeler tout le monde qui est autour de lui ou qui est avec lui dans la garde. Est-ce que vous avez compris? Que ce soit les résidents, les internes, l'assistant, les infirmiers, les externes, appelez tout le monde parce que vous aurez besoin de l'aide de tout le monde. D'accord?
Alors, on va voir pour l'hémorragie digestive. Et vous allez voir que vraiment, on a besoin de tout le monde et ce n'est pas le médecin seul qui peut faire face à des situations pareilles. Alors, hémorragie digestive. Alors, d'abord, c'est sous forme pratique. Hein. Je ne vais pas vous donner la physiologie, la physiopathe, la clinique. Vous savez, tout ça, c'est juste un rappel et surtout une conduite à tenir qui est très claire, brève et facile à retenir. C'est ça le plus important. Alors, conduite à tenir. Vous avez un malade qui rentre aux urgences et qui est en train de rejeter du sang par la bouche. Qu'est-ce que vous devez faire dans l'immédiat? Et vous savez que lui, il est inquiet, il risque de mourir. Les parents, ils sont inquiets parce qu'ils savent qu'il va mourir s'il reste à rejeter du sang. Donc, vous-même, qu'est-ce que vous devez faire rapidement? Et vous n'avez pas le temps de vous rappeler vos cours ou la conduite à tenir ou le cours, qu'est-ce qu'il disait le cours? Non, vous devez agir rapidement. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, première étape, c'est de reconnaître l'hémorragie digestive. Il faut la reconnaître. Est-ce que c'est une hémorragie digestive? Comment je dois la reconnaître? C'est par la définition de l'hématémèse et son diagnostic différentiel. Alors, c'est quoi la définition d'une hématémèse? C'est le rejet du sang par la bouche après un effort de vomissement. Point. C'est pas la peine de dire du sang rouge, du sang noir, digéré, pas digéré, spumeux, aéré, mêlé à des aliments, pas. Mais retenez les mots-clés. C'est rejet du sang par la bouche. On s'en fiche noir ou blanc ou rouge ou jaune. L'essentiel, c'est du sang par la bouche. Et deuxième mot-clé, c'est après un effort de vomissement. C'est-à-dire, il y a eu un effort de vomissement. Mêlé avec des aliments ou pas, on s'en fiche. L'essentiel, il y a eu un effort de vomissement. C'est ça l'hématémèse. Ça veut dire c'est du sang qui vient du tube digestif. Ça veut dire du sang qui vient de l'angle au-dessus de l'angle de traite. Hématémèse est égal sang qui provient des segments digestifs au-dessus de l'angle de traite. C'est-à-dire soit de l'œsophage, soit de l'estomac, soit du duodénum. Point. Les trois. Hématémèse, c'est du sang qui vient soit de l'œsophage, soit de l'estomac, soit du duodénum. L'essentiel au-dessus de l'angle de traite. L'angle de traite, c'est quoi? C'est l'angle duodéno-jéjunal. C'est-à-dire après ou avant le D4. Voilà. Alors, diagnostic différentiel, c'est quoi? Il y en a beaucoup, pour ne pas confondre avec l'hématémèse. Il y a une hémorragie digestive. Il y a l'hémoptysie, c'est après un effort, c'est-à-dire le rejet du sang par la bouche après un effort de tout. Spumeux, aéré, pas aéré, rutilant, on s'en fiche. L'essentiel, c'est vrai que du sang aéré, c'est-à-dire il y a du bulle gazeuse, et après un effort de tout. Il y a la gingivorragie, il y a l'épistaxis du glyti et vomi, tout ça, c'est pas de l'hématémèse. Très bien. Maintenant, donc c'est juste une question au malade. Est-ce que vous rejetez du sang quand vous le voyez devant vous en train de rejeter du sang, vous comprenez que c'est après un effort de vomissement et pas après un effort de tout. Mais sinon, si vous n'avez pas constaté, c'est les parents qui vous disent qu'il a rejeté du sang, vous demandez rapidement, est-ce que après un effort de vomissement ou après un effort de tout? Très bien. C'est une hématémèse, très bien. On commence à le prendre en charge. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Rapidement, il faut apprécier la gravité de l'hémorragie. C'est-à-dire, on doit savoir combien il a rejeté du sang. Comment? On va le voir. Pourquoi on doit apprécier la gravité de l'hémorragie? Vous allez savoir pourquoi. On commence par comment on apprécie. Comment? J'aurais aimé, si on était en présentiel, je vous aurais posé cette question et je vous laisse répondre.
Et je sais que chacun, ce qu'il va me dire par l'examen clinique, par l'interrogatoire, par, je sais pas, le bilan, eh bien, il y a plusieurs façons, mais il faut être méthodique. Tout d'abord, c'est par la clinique. Et la première question, c'est la quantité de sang rejeté par le malade, la quantité du sang. Il faut demander au malade combien vous avez rejeté du sang. D'accord? Et vous demandez aussi aux parents. Mais ici, il y a une notion de surestimation de la quantité par les parents. C'est normal parce qu'ils sont affolés, ils sont inquiets, ils ne savent pas, ils sont dans un état second, ils ne peuvent pas vraiment apprécier, donc ils vont vous dire de l'exagération. Mais vous, ne dites jamais, parce qu'on dit les parents surestiment, le médecin sous-estime. Alors, pour ne pas dire non, vous dites 1 litre, non, c'est jamais 1 litre, ça doit être 500 ou 400 cc. C'est ça ce qu'on appelle le malade sous-estime. Et à la fin, le malade aura tort. Attention, pourquoi on sous-estime nous? Parce qu'on va se dire, c'est vrai, ils ont exagéré, ils ont dit 1 litre. Nous, on se dit non, c'est pas 1 litre, c'est jamais, ils sont en train d'exagérer, ça doit être 500. D'accord. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le malade, quand il vomit, il ne vide jamais son estomac. Il reste toujours une quantité à l'intérieur de l'estomac qu'il faut se rappeler, qu'il faut l'ajouter à la quantité extériorisée. Et cette notion de sang qui reste dans l'estomac est réelle. La preuve qu'il est resté, c'est que le lendemain, il va faire des mélénas. S'il avait tout évacué, pourquoi il y aurait des mélénas par la suite? Ça veut dire qu'il reste du sang. Donc, on se dit, ils ont dit 1 litre, vous dites non, ça doit être 500 ou 700. Et vous ajoutez la quantité qui reste à l'intérieur, vous dites dans l'estomac, il est resté peut-être 200, 300, donc vous l'ajoutez et c'est comme ça que vous n'allez pas sous-estimer. Deuxième facteur pour apprécier l'importance de l'hémorragie, c'est l'importance de la pâleur. Vous savez que la pâleur, elle commence au niveau des conjonctives, d'accord? Puis elle descend au niveau du corps, au niveau des téguments et au niveau des paumes de la main. On peut avoir une pâleur cutanée ou muqueuse alors que les paumes de la main sont normalement colorées. Si les paumes de la main sont décolorées, ça veut dire que c'est une hémorragie de grande abondance. Aussi, il y a le pouls et la tension artérielle. Alors, une tension artérielle normalement aux alentours de 12 ou 120. Si elle est entre 10 et 12, c'est une hémorragie de petite abondance, de petite abondance. Si elle est entre 10 et 8, la tension, c'est-à-dire entre 100 et 80, ça veut dire que c'est une hémorragie de moyenne abondance. Si la tension est entre 8 ou 80 et au-dessous, c'est une hémorragie de grande abondance. Alors, la quantité de sang rejeté par la bouche. Aussi, si c'est 1500, au-dessus de 1500, rejeté par la bouche, c'est une hémorragie de grande abondance. Si entre 1500 et 500 cc, on va dire que c'est une hémorragie de moyenne abondance. Si elle est moins de 500 cc, on va dire que c'est de petite abondance. Alors, tout à l'heure, on a dit qu'il faut apprécier la gravité de l'hémorragie. Comment? C'est par ces facteurs. Pourquoi on doit apprécier? C'est justement pour dire cette hémorragie, elle est de petite, de moyenne ou de grande abondance. C'est ce qu'il faut chercher à travers nos questions. Très bien. Juste avec la clinique, on peut apprécier. D'accord? Maintenant, un deuxième moyen pour apprécier l'importance de l'hémorragie, c'est la biologie. C'est le taux de globules rouges et l'hémoglobine.
ce n'est pas l'hématocrit, c'est le taux de globules rouges et le taux d'hémoglobine. Alors, l'hémoglobine, on sait que la normale, c'est 12 mg par litre, ou grammes par litre, pardon. Alors, entre 12 et 10, c'est une hémorragie de petite abondance. Entre 10 et 7, c'est une hémorragie de moyenne abondance. 7 et moins, l'hémoglobine, c'est une hémorragie de grande abondance. D'accord? Donc, vous voyez, juste à partir de la biologie, juste l'hémoglobine, on peut savoir si elle est de petite, de grande, de moyenne abondance. Un autre facteur, c'est la quantité de sang transfusé en 24 heures. Alors, vous n'avez pas la biologie, la clinique, vous n'êtes pas très sûr, mais vous voyez que le malade, il est très pâle, d'accord, très pâle, et bien on commence rapidement la transfusion. Et au bout de 24 heures, l'état hémodynamique, vous l'avez stabilisé, et bien vous allez compter combien de flacons vous avez donné, combien de quantité de sang a été nécessaire pour équilibrer l'état hémodynamique au bout de 24 heures. Alors, si vous avez donné plus de 1500 cc pour établir l'hypovolémie, eh bien, c'est une hémorragie de grande abondance. Si vous avez donné entre 1500 et 500 cc de sang, c'est qu'elle est de moyenne abondance. Si vous avez donné 500 ou moins, c'est que c'était une hémorragie de petite abondance. Un autre facteur, c'est l'endoscopie. Justement, c'est la fibroscopie qu'il faut faire en urgence. Et là, vous avez les critères de Forest. Eh bien, les critères de Forest peuvent vous dire aussi si c'est une hémorragie de grande, de moyenne ou de petite abondance. Alors, la fibroscopie, vous devez la faire dans le cadre de l'urgence et retenez qu'elle a plusieurs intérêts. Ce n'est pas uniquement pour voir qu'est-ce qui saigne, mais justement, c'est premièrement confirmer le diagnostic d'une hémorragie digestive parce qu'elle va vous montrer un lieu du saignement au niveau du tube digestif au-dessus de l'angle de traite. Donc, ça confirme le diagnostic. Deuxièmement, deuxième intérêt, elle vous donne l'importance de l'hémorragie. Troisièmement, la gravité. Quatrièmement, elle vous permet la gravité, c'est-à-dire elle peut vous dire si c'est une hémorragie de grande ou de petite abondance, si c'est une hémorragie artérielle ou veineuse, et on sait que l'hémorragie artérielle, c'est elle la plus grave. Elle peut vous dire c'est un saignement en nappe ou juste une vénule. Saignement en nappe, on sait que c'est lui qui est le plus grave, donc elle vous donne la gravité de l'hémorragie. Et aussi, un autre intérêt, c'est qu'elle a un intérêt thérapeutique. Justement, avec la fibroscopie, on peut faire de l'électrocoagulation, soit par laser, soit par l'argan, il y a plusieurs moyens, soit par des clips. Et maintenant, il faut savoir que la fibroscopie a un grand intérêt thérapeutique. Pour l'instant, on arrive à juguler la majorité du saignement par la fibroscopie, à travers la fibroscopie, notamment par les clips qu'on peut placer sur la veine ou le lieu de saignement. Et aussi, c'est un moyen de contrôle après 24 heures pour voir si ça saigne toujours ou bien si ça s'est arrêté. Alors, un autre moyen pour apprécier l'importance de l'hémorragie, c'est des facteurs d'ordre général. Supposons que vous avez un malade âgé, 70 ans et plus, en tout cas plus de 60 ans, c'est un facteur de mauvais pronostic, si vous voulez, parce que le jeune, il compense mieux qu'un sujet âgé, surtout s'il a des comorbidités. Un sujet âgé, généralement, il a une insuffisance hépatique ou rénale, ou cardiaque, insuffisance respiratoire. Donc, c'est des comorbidités. Sur une hémorragie, c'est sûr qu'il va rapidement décompenser.
Encore pire, s'il a un groupe sanguin rare, tel que le O négatif ou AB négatif ou AB positif, c'est des groupes rares, donc il faut considérer ces malades, même s'ils saignent juste un petit peu, si c'est une hémorragie de petite abondance, il faut la considérer comme hémorragie grave et de grande abondance et se donner les moyens pour la prendre en charge. Surtout, je vous ai dit aussi, si vous n'avez pas les moyens, vous n'avez pas la fibroscopie, vous n'avez pas un bilan biologique que vous pouvez faire à tout moment, vous n'avez pas peut-être un chirurgien juste à côté, hein, vous êtes loin d'un CHU, tout ça, c'est les manques de moyens, d'accord? Et donc, une petite hémorragie, ça peut récidiver dans un mode cataclysmique. C'est pour ça que si vous avez ces facteurs, même si c'est une hémorragie de petite abondance, il faut la considérer comme une hémorragie de grande abondance, c'est une hémorragie grave, et il faut se donner les moyens. Juste un petit exemple, hémorragie de petite abondance, on ne transfuse pas, d'accord? On ne cherche même pas le sang. Mais là, vous devez la considérer comme de grande abondance, surtout avec un groupe rare. Dès l'arrivée du malade, vous devez chercher le sang et le mettre de côté. D'accord? Parce qu'il peut récidiver, je vous ai dit, ça s'arrête, puis après il récidive dans un mode cataclysmique, vous allez le perdre. Surtout qu'il a des comorbidités et vous n'avez pas les conditions pour cela. Donc, n'importe quel facteur, que ce soit le clinique, biologique, quantité de sang, ou endoscopique, ou les derniers facteurs, avec tout cela, un facteur, il vous permet de dire c'est une hémorragie de grande ou de petite abondance. D'accord? Donc, ne dites pas, on n'a pas les moyens, on n'a pas la fibro, on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Avec la clinique, vous pouvez apprécier. Avec la biologie, uniquement l'hémoglobine, vous pouvez apprécier. D'accord? Sinon, vous n'avez rien, vous donnez le sang et après 24 heures, vous pouvez apprécier. Voilà. Alors, enfin, c'est pour dire si l'hémorragie, je vous ai dit, si elle est de petite, de moyenne ou de grande abondance. Parce que le traitement et la prise en charge vont dépendre de l'importance de l'hémorragie. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, professeur. Allô, allô? Oui, oui, professeur. Très bien, on continue. On continue. Après, pardon, c'était premier, deuxième, maintenant troisième temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon, on a reconnu l'hémorragie, on a apprécié son importance, c'est bon, on a apprécié son importance. Il faut commencer les premières mesures de réanimation. C'est bon, on sait si elle est de petite, de moyenne ou de grande abondance. Donc, il faut commencer à faire quelque chose. Comment? C'est très simple, la règle des 4 tuyaux. C'est quoi la règle des 4 tuyaux? D'abord, c'est 2 voies veineuses. Pourquoi 2 voies veineuses? Une pour directement vous piquer, vous mettez quelque chose en marche. Sérum salé, sérum glucosé, le plasmagé, ce que vous avez sur la main. Avec la deuxième voie, c'est pour prendre les bilans. D'accord? C'est pour faire les bilans. Après, c'est l'oxygénothérapie. Pourquoi on doit donner de l'oxygénothérapie systématique? La réanimation commence par la règle des 4 tuyaux. Automatiquement, l'oxygénothérapie. Pourquoi? Parce que le malade, il a rejeté du sang, il a perdu des globules rouges, il a perdu du plasma. Donc, le peu de globules rouges qui lui reste avec l'hémoglobine, vous savez qu'il y aura une baisse d'hémoglobine, automatiquement baisse de quantité d'oxygène dans le sang. Et si on a une baisse, il y a un organe qui est le premier, le plus sensible à la baisse d'oxygène, c'est qui? C'est le cerveau. À chaque fois que l'oxygène il baisse dans l'atmosphère, c'est le cerveau qui va sentir ça, il va souffrir
Et si le cerveau va souffrir, ça veut dire qu'il ne va pas bien travailler. Et si le cerveau ne va pas bien travailler, tous les autres organes, tous les autres systèmes ne vont pas bien travailler parce qu'ils ne vont pas bien recevoir les commandes du cerveau. C'est pour ça qu'il faut donner automatiquement de l'oxygène, d'accord, pour saturer au maximum les globules rouges et l'hémoglobine qui restent dans le sang, hein, les saturer au maximum pour maintenir la quantité de sang vers le cerveau. Le cerveau, il est sensible à la baisse de 2 éléments et il va souffrir. C'est la baisse d'oxygène et la baisse de quoi? Dites-moi. La glycémie. Du glucose. La glycémie. Le glucose. Très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme voie, autre voie? C'est la sonde nasogastrique. Alors, regardez, avant, j'ai dit pourquoi. Pourquoi 2 voies veineuses? Pourquoi l'oxygénothérapie? Mais dans la sonde nasogastrique, ce n'est pas pourquoi. Mais il y a des intérêts. C'est-à-dire, c'est plus que pourquoi. Il y a des intérêts, donc elle est obligatoire. Quels sont les intérêts d'une sonde nasogastrique? Vous la mettez automatiquement qu'un malade saigne. Premièrement, premier intérêt, c'est diagnostic positif. Le fait que vous la mettez dans l'estomac, elle va ramener du sang pour confirmer que c'est une hémorragie qui vient du tube digestif et pas des poumons ou autres. Donc, diagnostic positif. Deuxièmement, c'est intérêt de gravité. La sonde nasogastrique va vous ramener du sang et selon l'importance qu'elle va ramener, hein, ajoutez, je vous ai dit tout à l'heure, ce qui reste dans l'estomac, donc vous l'ajoutez à ce qu'il a saigné, ce qu'il a rejeté pour dire c'est une hémorragie de grande, de petite ou de moyenne abondance. Donc, deuxième intérêt, c'est gravité. Troisième intérêt, c'est un intérêt thérapeutique. Oui, thérapeutique, parce que vous pouvez envoyer, après avoir aspiré l'estomac, vous pouvez envoyer du sérum salé glacé avec même des pansements gastriques. Le fait d'envoyer du sérum glacé, ça va entraîner une vasoconstriction des vaisseaux de l'estomac et ça fait arrêter le saignement. Voilà. Même avec un pansement gastrique, s'il y a une hyperacidité qui est à l'origine du saignement, ça va tamponner et bien sûr, ça va arrêter le saignement. Donc, intérêt thérapeutique. Un autre intérêt, le quatrième, c'est un intérêt de surveillance. De surveillance. Vous la mettez quand le malade vient, vous aspirez pour voir la quantité, vous traitez, vous donnez du sérum salé, vous aspirez, vous laissez comme ça la sonde par terre, elle ramène en siphonnage, vous faites votre réanimation hein, à travers les voies veineuses, vous donnez du plasmagel ou du sang, l'essentiel, vous traitez encore par voie générale et au bout de 24 heures, vous voyez votre sonde. Si elle ramène toujours du sang, ça veut dire que votre réanimation n'est pas efficace. Il faut renforcer votre réanimation. Par contre, si elle ne ramène pas du sang, ça veut dire que votre réanimation, elle est efficace. C'est bien, il faut la maintenir. Voilà. Donc, quatrième intérêt, c'est de surveillance pour savoir si le malade, il saigne toujours ou pas. Quatrième tuyau, c'est quoi? C'est la sonde vésicale. Là aussi, pourquoi? C'est pour voir la diurèse. C'est normal, il saigne, il est en hypotension, il est en hypovolémie, il n'y a pas une grande diurèse, mais ça ne fait rien. Vous donnez la sonde vésicale, elle va ramener juste quelques cc, vous entamez votre réanimation et au bout de quelques heures, vous voyez, si ça ramène de plus en plus, ça veut dire que les reins sont relancés, votre réanimation elle est efficace, il faut continuer. Mais tant que la sonde n'a pas ramené des urines, vous dites ma réanimation n'est pas efficace, vous devez donner plus
plus et plus de réanimation. Normalement, on urine 1 cc par minute. 1 cc par minute. Et vous faites vos calculs. C'est bon? Oui, professeur. Très bien. On avance. Donc, on commence la réanimation. Alors, vous avez remarqué que jusque-là, vous ne pouvez pas faire face seul à ce malade. Vous ne pouvez pas vous-même piquer, donner de l'oxygène, mettez une sonde nasogastrique, mettez la sonde vésicale. En même temps, vous devez faire l'interrogatoire. Quand est-ce qu'il a vomi? Ça remonte à quand? Qu'est-ce qu'il a comme antécédent? Est-ce qu'il a vomi plusieurs fois ou une seule fois? Non, vous ne pouvez pas tout faire. Tout ça, bon, j'ai dit la première étape, la deuxième étape, la troisième étape, tout ça, c'est des étapes, oui, mais normalement, ça se fait en même temps. C'est pas on fait la première étape, puis on saute à la deuxième, puis on saute à la troisième. On fait les trois en même temps. Une fois qu'on a confirmé qu'il s'agit d'une hémorragie digestive haute, il faut commencer les autres étapes en même temps. Donc, un infirmier, peut-être il pique, l'autre il est en train de faire les prélèvements, un autre il est en train de placer les lunettes pour l'oxygénothérapie, un autre il est en train de placer la sonde nasogastrique, l'autre la sonde vésicale, le médecin il est en train de faire l'interrogatoire, en train d'examiner. Voilà, c'est une équipe et pas un seul bonhomme. Une fois que l'hémorragie est reconnue, par la définition, la gravité a été appréciée, elle est de grande, de petite ou de moyenne abondance, les premières mesures de réanimation ont été entamées, votre malade, c'est bon, vous l'avez stabilisé sur le plan hémodynamique, c'est-à-dire votre réanimation, elle est efficace, très bien. Le symptôme, parce que l'hémorragie, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme qui complique une maladie. Donc, c'est ce symptôme qui risque ou qui risquait de tuer le patient dans l'immédiat. C'est bon, vous avez pallié à ça, vous l'avez traité, vous l'avez stoppé, d'accord? Vous l'avez aménagé, puisque vous êtes stable, c'est bien, ça veut dire que le malade il est hors danger. Maintenant, on doit faire autre chose, une autre étape. C'est quoi? On est à l'aise, on n'est plus inquiet, on n'est plus stressé, d'accord? Mais le travail n'est pas fini. Qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit rechercher le diagnostic étiologique. Tout à l'heure, ce n'était pas l'hémorragie, je vous ai dit, c'est un symptôme. Ce n'est pas une maladie. Il y a une maladie derrière, une maladie causale qui a entraîné le saignement et il faut chercher l'étiologie. Pourquoi? Parce que si on ne cherche pas l'étiologie, on ne la traite pas, il peut récidiver. Donc, comment on cherche l'étiologie une fois qu'on est à l'aise? Alors, voilà, on a traité le symptôme. Là, on doit chercher l'étiologie pour la traiter et être efficace pour éviter les récidives. Voilà pourquoi. Comment? Eh bien, par la clinique, c'est l'interrogatoire. Alors, l'interrogatoire, bien sûr, est-ce qu'il s'agit d'un jeune ou d'un sujet âgé? Déjà, jeune, on s'oriente, âgé, s'oriente. Par exemple, l'ulcère. L'ulcère, c'est surtout les jeunes. Peut-être les varices œsophagiennes, parce qu'on sait que la première cause de saignement chez nous, c'est l'ulcère. La deuxième cause, c'est les varices œsophagiennes, la rupture des varices œsophagiennes, d'accord? Et il y a d'autres étiologies, telles que l'hernie hiatale, syndrome de Mallory-Weiss. Syndrome de Mallory-Weiss, c'est le fait, c'est surtout chez la femme enceinte, et ça existe ailleurs, le fait que le malade il est en train de vomir, il fait des efforts de vomissement pour une autre maladie, des vomissements alimentaires, il va finir par éroder les vaisseaux au niveau du cardia parce qu'il force le cardia à s'ouvrir
pour vomir, pour rejeter le contenu de l'estomac. Donc, il va éroder les vaisseaux à ce niveau et ça va donner un saignement. C'est une hémorragie. Généralement, elle est de petite abondance. Mais c'est ça le syndrome de Mallory-Weiss. Voilà. Il y a aussi des petites essurations au niveau de l'œsophage, telles que les diverticules. Il y a aussi les ulcérations. Il y a aussi dans les brûlures caustiques. D'accord? Voilà. Et il y a aussi l'hernie hiatale. Alors, il faut demander aussi les antécédents du malade, des épigastralgies, ça oriente vers un ulcère, je sais pas, une hépatomégalie, ou bien il s'est faisait traiter pour une hépatite, hein, dans les antécédents, ça veut dire qu'on est orienté vers le foie, quelque chose, une affection chronique qui peut aller vers la cirrhose, donc c'est peut-être la cirrhose. Après, il faut faire l'examen physique, il faut savoir que chez un jeune, et quand on suspecte un ulcère, l'examen physique il est négatif, d'accord? Alors que si c'est des varices œsophagiennes, si c'est une cirrhose, on aura une hépatomégalie, une splénomégalie, une circulation collatérale, une ascite, des angiomes stellaires, voilà. Voilà, c'est les signes qui nous orientent vers la cirrhose. Donc, l'examen physique est important pour s'orienter vers… Et aussi, il y a une autre étiologie, c'est les tumeurs gastriques, généralement, qui saignent. Et là aussi, c'est le sujet généralement âgé. Même si l'examen il est négatif, on peut palper une masse au niveau de l'hypochondre gauche, c'est l'estomac, sans hépatomégalie, sans splénomégalie, sans acide, sans rien du tout, mais une masse. Mais là aussi, on a un amaigrissement important, anorexie, hein, et c'est quelque chose de chronique, et on s'oriente vers les tumeurs. Donc, la clinique, c'est important, et juste l'interrogatoire, c'est important pour s'orienter, complété par l'examen physique. Un autre moyen pour chercher le diagnostic étiologique, c'est les examens complémentaires. Et on commence par l'échographie abdominale ou bien la fibroscopie. Bien sûr, en fonction de ces examens sont orientés ou demandés en fonction de votre clinique, en fonction de vos soupçons cliniques. Si je pense à un ulcère, à une tumeur de l'estomac, eh bien, je demande une fibroscopie. Ou bien je pense à un syndrome de Mallory-Weiss devant une femme enceinte, ou bien devant une hernie hiatale, je demande une fibroscopie. Par contre, si je trouve à l'examen une hépatomégalie, une acide, circulation collatérale, bien sûr là, je pense à une rupture des varices œsophagiennes, je pense à l'étiologie, c'est la cirrhose hépatique, et bien sûr, je demanderai une échographie et pas une fibroscopie. C'est bon? Voilà les examens complémentaires, 2 examens, il n'y a pas plus. Ça nous oriente vers le diagnostic étiologique, c'est bon. Alors, une fois qu'on a pensé au diagnostic étiologique, 5e, on a retrouvé, 4e, il faut chercher l'étiologie, et 5e étape, c'est de traiter l'étiologie. On a traité l'hémorragie dans un premier temps pour éliminer l'urgence vitale, le pronostic vital. Maintenant, on a trouvé l'étiologie, il faut la traiter pour être efficace et éviter les récidives. Si c'est un ulcère gastro-duodénal, c'est le traitement, on a dit, endoscopique en premier lieu. Dans la majorité des cas, on peut traiter juste par voie endoscopique et compléter par une quadrithérapie de l'ulcère. Maintenant, si on a échec, on n'a pas pu régler le problème du saignement par l'endoscopie, ou bien ça saigne toujours malgré le traitement endoscopique, c'est le traitement chirurgical, et là, on traite l'ulcère à la fois. Maintenant, si on a jugulé par le traitement endoscopique et l'étiologie, c'est l'ulcère, eh bien, c'est le traitement médical, la quadrithérapie.
Maintenant, il y a des situations où le traitement de l'ulcère حسكم gastro-duodénal مانيش est نسمع d'ordre البروف. chirurgical. Pardon? Est-ce que vous m'entendez? Oui, professeur. Alors, parce que là, il y a une étudiante qui m'a dit elle ne m'entend pas. C'est bon, les autres, vous m'entendez? Oui, professeur. Oui, Allô? professeur. Et là, on n'est pas limité par le Oui, temps, professeur. j'espère. Très bien. Non, professeur. Donc, je vous ai dit, le traitement de l'étiologie, c'est en fonction de l'étiologie. Si on a un ulcère au-dessous, hein, qui est à l'origine de l'hémorragie, si on l'a traité, cette hémorragie par voie endoscopique, eh ben, on continue par la quadrithérapie. Si on n'a pas pu le traiter par voie endoscopique, ça a saigné, ça a persisté, ça a récidivé, c'est le traitement chirurgical. Et en même temps, on traite l'ulcère. Maintenant, dernière situation, c'est qu'on a pu traiter l'hémorragie par voie endoscopique, on continue la quadrithérapie, l'ulcère gastro-duodénal, soit on le traite par la quadrithérapie, c'est efficace, soit des fois, il y a des situations où l'indication chirurgicale est posée. Exemple, chez un malade, exemple, je vous dis, hein, il y a plusieurs exemples, mais je vous donne juste un seul. Un malade qui a une affection rhumatismale chronique pour laquelle il doit prendre les anti-inflammatoires à long terme, il a un ulcère. Il a saigné cette fois-ci, ça veut dire qu'il va récidiver parce qu'il doit recevoir les anti-inflammatoires. Donc là, c'est l'indication d'un traitement chirurgical pour traiter efficacement l'ulcère et après, il pourra prendre ses anti-inflammatoires. Voilà. Deuxième étiologie la plus fréquente après les ulcères, c'est la rupture des varices œsophagiennes. Alors là, le traitement, c'est quoi? C'est d'abord la sonde de Blackmore. Hein, la sonde de Blackmore, peut-être que vous l'avez jamais vue. Je ne sais pas pourquoi les étudiants ne demandent jamais dans les services à voir la sonde de Blackmore. Voilà, c'est une sonde à 3 voies avec 2 ballonnets. Alors, on va l'introduire dans l'estomac. Après, on va gonfler le premier ballonnet, c'est celui-là, à travers une voie. Voilà, on injecte ici et ça va se remplir ici. Une fois que le ballonnet il est rempli, on tire la sonde vers l'extérieur. Le fait qu'elle soit tirée, voilà, là, elle n'est pas encore gonflée. Là, elle est gonflée. Le fait qu'elle se gonfle et on la tire, elle va comprimer. Vous savez que les varices œsophagiennes, c'est surtout le tiers inférieur, c'est la partie œsocardio-tubérositaire. Les varices sont à ce niveau, œsocardio-tubérositaire. Donc, le fait de gonfler le ballonnet et le tirer, il va comprimer ces vaisseaux œsocardio-tubérositaires. Puis après, on va gonfler le deuxième ballonnet qui est là et qui est au niveau de l'œsophage. Voilà. Il va compléter la compression de la paroi et des vaisseaux qui saignent, d'accord? Et automatiquement, bien sûr, on le gonfle par cette deuxième voie. Ça va comprimer, bien sûr, ça va arrêter l'hémorragie. Là, regardez, l'extrémité de la sonde, elle est dans l'estomac, voilà un résidu de sang. Eh bien, quand il y aura un résidu du sang, il va être aspiré par le bout de la sonde à travers cette voie. On peut même envoyer du sérum salé glacé, faire des lavages, d'accord, à travers cette voie. Et c'est celle-là qui va nous dire si le saignement persiste ou pas. Bien sûr, la sonde, il faut la dégonfler chaque 6 heures
pour certains, chaque 12 heures. Retenez, chaque 6 heures, c'est déjà ça. Pourquoi? Parce qu'elle comprime la paroi, elle comprime les vaisseaux, donc il y a une baisse de la perfusion pariétale, et si vous restez comme ça longtemps, il va y avoir une ischémie de la paroi et même une nécrose. C'est pour ça qu'il faut la dégonfler chaque 6 heures. Voilà. Alors, d'autres étiologies, hein, ils ne sont pas mentionnés ici, mais on peut avoir, je vous ai dit, l'hernie hiatale. L'hernie hiatale, généralement, c'est des petits saignements de petite abondance. Ça n'arrive jamais à grande abondance. D'accord? Donc, s'il y a une hernie hiatale, bien sûr, il faut opérer à froid et régler le problème de cette hernie. Si syndrome de Mallory-Weiss, je vous ai dit, c'est des érosions, surtout chez la femme enceinte, eh ben, il faut arrêter ce saignement. Pardon, il faut arrêter ces efforts de vomissement, il faut arrêter les vomissements. Quatrième étiologie, la plus fréquente, c'est aussi tumeur de l'estomac. Eh bien, on a géré le saignement en urgence. Maintenant, à froid, il faut opérer le malade, bien sûr, et enlever la tumeur. Voilà, j'ai terminé avec les hémorragies digestives. Pardon, c'est quand c'est la rupture des varices œsophagiennes. En plus de la sonde de Blackmore, vous agissez localement. Il y a un autre traitement en plus, c'est celle de l'hypertension portale, qui est à l'origine des varices et du saignement. Bien sûr, il faut donner des drogues. C'est un traitement spécifique et de spécialité. C'est-à-dire que ça se fait dans un centre spécialisé. Il faut donner des drogues qui vont abaisser la pression au niveau portal. Il faut donner, c'est un traitement chirurgical hein, pour, si ça persiste, le saignement. C'est ce qu'on appelle les dérivations porto-caves, parce qu'il y a un obstacle au niveau du foie, hein, la cirrhose. Donc, le foie ne peut plus recevoir la quantité de sang qui vient par le tronc porte, parce qu'il y a des nodules, il y a la cirrhose et tout, donc il y a des obstacles. Il ne peut pas recevoir la quantité de sang qui vient par le tronc porte. Eh bien, ça reste dans le tronc porte, ça reste dans le transplénomésaraïque, ça se refoule, le sang, ça se refoule dans les artères mésentériques supérieures et inférieures et même spléniques, c'est ce qui donne la splénomégalie, d'accord? Donc, il y a un refoulement dans le sang. Le sang n'arrive pas au foie à travers le tronc porte, il va emprunter des circuits secondaires, c'est ce qu'on appelle la circulation collatérale, voilà, et c'est ce qui donne le saignement par la suite. Voilà, donc si ça passe ça passe pas dans le foie et il y a l'hyperpression au niveau portal, il faut faire des shunts chirurgicales, bien sûr, entre le tronc porte et directement sur la veine cave inférieure. Voilà. Au lieu que ça passe dans le foie, puis après dans la veine cave inférieure, on va directement faire des shunts, des anastomoses entre le tronc porte et la veine cave, sans passer par le foie, et comme ça, on va soulager le sang qui est rétentionné en amont du tronc porte. Voilà. Voilà, grosso modo. Donc, devant une hémorragie digestive, qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, dès que vous avez un malade qui saigne, qui vient, il est en train de rejeter du sang par la bouche, il faut poser une seule question. Est-ce que c'est après un effort de vomissement ou après un effort de toux? Après un effort de toux, c'est une hémoptysie. Elle peut être aussi de grande, de petite ou de moyenne abondance. Bien sûr, il faut le confier amplement. Maintenant, si après un effort de vomissement, c'est digestif, donc c'est en gastro ou bien en chirurgie générale, qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé des étapes.
une fois que vous l'avez reconnu, il faut automatiquement commencer à apprécier l'importance de l'hémorragie pour savoir si elle est de petite, de moyenne ou de grande abondance. On a vu comment. Il faut, une fois que vous avez apprécié, vous savez qu'elle est de petite, de moyenne, de grande abondance, il faut commencer les premières mesures de réanimation par les 4 tuyaux. C'est bon, vous avez stabilisé l'état hémodynamique. Il faut rechercher à froid. Hein, vous avez le temps, vous n'êtes plus stressé. Vous cherchez l'étiologie pour la traiter. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Allô, allô, est-ce que vous êtes là? Oui, professeur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que c'était clair? Oui. Professeur, Oui. Alors, c'est un cours. pour la fibroscopie, c'est un on l'a cours- fait sur place ou bien après stabilisation? La fibroscopie, dans les 12 premières heures, son efficacité, c'est dans les 12 premières heures. Voilà. Professeur, s'il vous plaît, j'ai une question. Oui. D'abord, merci pour cette présentation. Si on a un malade qui présente une rupture des varices œsophagiennes, et c'est un malade qui est non diagnostiqué, c'est-à-dire aux antécédents, C'est un inaugural. malade non connu pour Oui, c'est-à-dire un c'est une sérotype ou bien hémorragie qui inaugurale. présente. Oui. Madame? C'est une hémorragie inaugurale. Oui. Si on met la sonde de nasogastrique, c'est-à-dire sans savoir, inaugurale, oui. Hématémèse, malade non connu qui présente des varices œsophagiennes, si on introduit la sonde de nasogastrique, est-ce que ça va aggraver le saignement? Sachant que parmi les contre-indications relatives de la sonde nasogastrique, c'est la rupture des varices œsophagiennes. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit pratiquement les 3 étapes se fassent en même temps. D'accord? Le malade, dès qu'il vient, vous n'allez pas lui poser les questions Oui. alors qu'il est debout. D'accord? Rapidement, dès qu'il vient, il est en train de rejeter du sang. Venez, monsieur, venez. Vous le mettez sur une table ou sur un lit, carrément sur un lit, pas sur une table d'examen, sur un lit, c'est-à-dire directement, vous allez l'hospitaliser, ce malade. Parce que même si elle est de petite abondance, vous n'allez pas, si elle est de petite abondance, vous n'allez pas le transfuser. C'est vrai, vous n'allez pas le transfuser. Mais est-ce que vous allez l'envoyer chez lui? Non, parce qu'il risque de... Donc, automatiquement, directement pas sur la table d'examen, mais directement sur une table, sur un lit. Vous m'entendez? Oui, professeur. L'hospitalisation. Vous êtes en train de poser vos questions, en même temps, l'infirmier est en train de piquer, vous êtes en train de poser des questions et en même temps d'examiner. D'accord, en train d'examiner. Et dès que vous relevez son, je ne sais pas, sa chemise, son pull, vous voyez l'abdomen, si vous voyez une circulation collatérale, des jambes stellaires, ça y est, ça frappe le diagnostic, et ça saute aux yeux. Ça se voit que c'est une cirrhose. Vous mettez, vous palpez, hein, vous êtes en train de palper, vous trouvez une hépatomégalie, vous pensez à une, vous demandez. Alors,
au début, vous avez demandé à l'infirmier de ramener une sonde nasogastrique, d'accord? Automatiquement. Mais si vous constatez ça, vous lui dites non, ramenez-moi une sonde de Blackmore. Vous avez compris? Oui, merci. Parce que la sonde de Blackmore, elle se passe à la dernière minute quand on va traiter l'étiologie. Non. La sonde de Blackmore permet de traiter aussi, plutôt, elle permet de traiter l'hémorragie. C'est un moyen de traiter l'hémorragie. D'accord? Par compression, bien sûr. D'autres questions? D'accord. Alors, vous retenez ça, vous voyez, c'est très clair, c'est très simple, d'accord? Ça vous permettra toujours de faire face et facilement, aisément à une hémorragie digestive. C'est vraiment pratique et c'est vraiment facile de retenir parce que je vous ai toujours dit, les urgences, il y a l'urgence à froid, l'urgence modérée et la vraie urgence vitale. Vous avez une appendicite, douleur de la fosse iliaque droite, vous avez le temps un petit peu de réfléchir, de penser au diagnostic. D'accord, vous n'êtes pas vraiment stressé. Mais devant l'hémorragie, vous êtes stressé. Les parents vous stressent. Le malade, il est en train de rejeter du sang devant vous. D'accord? Et vous savez qu'il risque de mourir, ses parents savent qu'il risque de mourir, vous n'avez pas le temps de réfléchir, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Non. Mais si vous avez ça en tête, vous savez, alors, dans un premier temps, je vais reconnaître, dans un premier temps, je dois apprécier la gravité. Très bien, rapidement, oui, la gravité par la quantité. Vous demandez au malade, voilà. Après, c'est bon, c'est une hémorragie de grande abondance, qu'est-ce que je dois faire? Rapidement, je dois commencer les mesures de réanimation. Voilà, c'est des étapes. 4, il y a là, 4 étapes. Vous vous rappelez des 4 ou des 5 étapes? Maintenant, le développement de chaque étape viendra par la suite. L'essentiel, vous vous rappelez des 5 étapes. D'accord? Voilà. Voilà, professeur, j'ai des questions? j'ai une question, s'il vous plaît. Oui, oui. Bon, une fois, il y avait un patient au PU qui présente une hémorragie gastrique, hémorragie digestive haute. Donc, la résidente a mis une perfusion de Mopral. Est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? Parce que à la fin, le patient il est parti. Donc, Il est parti est-ce qu'il y a où? un intérêt? Il est parti où? Je veux dire, il est décédé. Il est décédé. Donc, dès qu'il est venu, elle a donné du Mopral. Oui. Est-ce qu'elle a examiné? Perfusion de plasma gel après une perfusion de Mopral. Est-ce qu'elle a examiné? Elle a examiné, mais lorsque... Est-ce qu'il y avait circulation collatérale, une hépatomégalie? Non, Non? non. Mais c'était un ulcère, Oui. Bien sûr, je vous ai dit, vous le mettez sur un lit, vous êtes en train de poser des questions et vous êtes en train d'examiner. Et vous êtes en train de faire vos premiers gestes de réanimation. C'est pas, c'est des étapes, oui, mais ça se fait, je vous ai dit, en même temps. L'infirmier, il est en train de piquer, il est en train de mettre la sonde nasogastrique, vous êtes en train de poser les questions, vous êtes en train d'examiner. Et c'est comme ça que vous avancez dans votre diagnostic étiologique pour être efficace. Maintenant, si je pense que c'est un ulcère, oui, je donne du Mopral. Si c'est des varices œsophagiennes, ça ne sert à rien de donner du Mopral. D'accord? Si vous avez pris une seule voie, il a beaucoup saigné, vous prenez une seule voie périphérique,
ce n'est pas efficace. On a dit 2 voies. La première, directement, vous commencez la réanimation. Sur l'autre voie, vous êtes en train, bien sûr, il faut 2 infirmiers. Un, il pique d'un côté et un autre, il pique de l'autre côté. Le premier, dès qu'il pique, il met une voie, parce que le malade va rentrer dans un collapsus, on ne trouvera pas les voies. Donc, dès qu'il pique, il met du plasmagel ou sérum salé ou glucosé, ce qu'il a devant lui, d'accord? L'autre, il est en train de piquer de l'autre côté pour prendre les prélèvements. Mais une fois qu'il a pris les prélèvements, c'est bon, il branche une autre voie. C'est-à-dire qu'il branche lui aussi du sérum salé ou glucosé ou n'importe quoi. On attend le groupage, d'accord? Le groupage, et on met en route le sang. Mopral seul ne suffit pas. D'accord? Parce que le malade, il va mourir par quoi? Ce n'est pas le saignement lui-même qui le tue, mais plutôt c'est l'hypovolémie. D'accord? L'hypovolémie. L'hypovolémie, vous savez très bien qu'elle fait baisser la tension artérielle. Elle aura une répercussion sur le cœur, sur les reins, sur le cerveau, d'accord, sur les surrénales. Donc, c'est tous les systèmes. Hein. Donc, c'est pour ça qu'il faut pallier à élever la tension artérielle. C'est ce qu'on appelle l'état hémodynamique. D'accord? Et on peut le relever par le sérum salé et par le plasmagel. En attendant le sang. Le sang, c'est pour combler le déficit en hémoglobine et en globules rouges. Donc, ce n'est pas le Mopral qui va traiter, mais c'est le tout. Est-ce qu'il y a des questions? Professeur, il y a des questions de la boîte des messages. Ah, je vais voir. Alors, les messages. Alors, est-ce que. Voilà, peut-être ici. Alors, pour la classification de Forest, c'est en 5 stades. En 5 stades, bien sûr, un saignement minime, un saignement en nappe, un saignement artériel, un saignement veineux. Tout ça fait que il y a une classification, et bien sûr, plus on avance dans la classification, et plus c'est grave. Et la classification de Forest vous dit même que ce malade, il risque de récidiver. Même si vous faites l'hémostase dans l'immédiat, il risque de récidiver, donc faites attention. Et bien sûr, exemple, quand il vous dit c'est un saignement artériel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme du cocktail hémostatique dans la prise en charge? Alors, le cocktail hémostatique, je vous ai dit, c'est aussi un moyen du traitement de l'hémorragie. C'est le sérum salé tiède avec dicynone. Par exemple, vous pouvez donner directement du dicynone, on donne par voie IV, on donne directement dans le cocktail aussi, avec les pansements gastriques. Voilà, c'est ça le cocktail hémostatique. Alors, quand on a une hémorragie de petite abondance, bien sûr, on ne transfuse pas, c'est la voie veineuse, et je vous ai dit, la tension, elle est entre 12 et 10, elle est abaissée, tant qu'elle n'est pas à 12, elle n'est pas normale, donc il faut donner du plasmagel, du sérum salé pour rétablir l'état hémodynamique. Vous faites votre hémoglobine, je vous ai dit qu'elle est entre 10 et 12, il n'y a pas lieu à transfuser. D'accord? Voilà.
Et bien sûr, la fibroscopie vous dira qu'est-ce qui saigne. C'est peut-être un petit vaisseau qui saigne. En tout cas, il n'y a pas lieu à transfuser et on ne va jamais vers la chirurgie. C'est uniquement le traitement médical. Mais il faut hospitaliser pendant au moins 24 heures ou 48 heures pour s'assurer. Et pendant ce temps, on aura traité l'hémorragie et l'étiologie. Voilà, j'ai répondu pour la conduite à tenir devant une hémorragie de petite abondance. C'est le plasmagel, l'hémoprale, cocktail hémostatique, d'accord, mais pas de transfusion. Mais surtout, hospitaliser le malade et le garder pendant 24 à 48 heures. Et bien sûr, chercher l'étiologie et la traiter. La transfusion, actuellement, on la donne que si l'hémoglobine est au-dessous de 7, donc on transfuse. Et deuxième indication de la transfusion, c'est le malade qui ne supporte pas l'hypovolémie. Par exemple, un malade jeune, même s'il est à 8 d'hémoglobine, il tolère, il compense. Un sujet âgé avec des tares, à 8, il ne tolère pas. Il y aura une dyspnée importante, donc il ne supporte pas, il faut transfuser. Voilà. Alors, les effets secondaires de l'hémorragie, à long terme, non, il n'y a pas. Mais à court terme, oui, si elle est importante, elle peut entraîner même une encéphalopathie. D'accord? C'est pour ça qu'il faut pallier à ça pour ne pas arriver aux complications de l'hémorragie qui peut aller jusqu'à l'encéphalopathie. Si c'est une femme enceinte et qui saigne, c'est la même conduite à tenir. Il faut sauver la mère en premier lieu. Voilà pour les questions qui sont écrites. Alors, le traitement des hémorragies digestives par rupture des varices œsophagiennes, alors, ça se fait actuellement, bon, il y a le traitement chirurgical, mais il intervient en vraiment dernier lieu ou bien quand on n'a pas les moyens. Parce que actuellement, c'est avec l'endoscopie. C'est très facile. Alors, avant, on faisait l'embolisation. Maintenant, on ne fait plus d'embolisation. C'est carrément, on aspire dans le tube de la fibroscopie, on aspire le paquet qui saigne et on met une ligature au-dessous. Voilà. C'est ligature des paquets variqueux. Et ça s'arrête sur place. Bien sûr, il y aura ligature à la base du paquet variqueux. C'est comme pour les hémorroïdes, hein, le paquet qui saigne, hein, on fait une ligature au-dessous. Et ça s'arrête, le saignement. Ça entraîne une nécrose de ce paquet après 6 heures et le paquet il va tomber. Voilà. La ligature, elle reste sur place. Ça dépend si on utilise un truc. Généralement, on utilise des clips et des élastiques résorbables. Voilà, pour que ça tombe par la suite aussi. Mais pour l'ulcère, alors on a l'électrocoagulation à l'argon. C'est un gaz très puissant, hein, et qui dégage une étincelle, hein, c'est très efficace. On a l'électrocoagulation au bistouri monopolaire,
bipolaire. Et maintenant, on a, bon, il y a l'injection aussi qui est très simple, mais on a maintenant les clips. Le vaisseau qui saigne, on lui met un clip, comme une agrafe. D'accord? Une agrafe et on ferme le vaisseau qui saigne. Alors, maintenant, ce n'est pas la trithérapie, mais la quadrithérapie. C'est ça le traitement de l'ulcère. Actuellement, c'est la quadrithérapie. Bien sûr, il y a toujours l'IPP dans la quadrithérapie. Alors, la sonde nasogastrique, il y a une question, quand est-ce qu'on la retire? Eh bien sûr, dès qu'il y a plus de sang, hein, la sonde ne ramène plus de sang, hein, 6 heures après, vous pouvez l'enlever. 6 à 12 heures après, vous pouvez l'enlever. Bien sûr, le malade, il est toujours en observation, hein, et on voit que son état hémodynamique, il est stabilisé. La sonde ne ramène plus rien après 6 à 12 heures, on peut l'enlever. Alors, j'ai dit sérum glucosé, hein, bien sûr, c'est le plasmagel en premier lieu. Si on n'a pas de plasmagel juste à côté, c'est pas pourquoi? Parce que le traitement par la suite, c'est le plasmagel pour élever, c'est les macromolécules pour élever la tension artérielle. Alors, mais quand vous piquez le malade, on est en urgence, d'accord? Alors, vous avez devant vous plasmagel, vous le branchez. Il n'y a pas de plasmagel, il est loin, il est dans le placard et tout. Vous avez devant vous sérum salé, vous le placez. Il élève aussi la tension artérielle. Maintenant, vous n'avez pas de sérum salé, il est dans le placard, il est fermé, il est loin, il est dans le service. Vous avez du glucosé, vous le mettez. L'essentiel, vous mettez de la flotte, du liquide, d'accord? Puis après, vous partez pour ramener du plasmagel. Voilà. Alors, les questions du test final. Alors, sur les hémorragies digestives, on vous demande d'abord, généralement, l'hémorragie digestive haute provient de, alors, au-dessus de l'angle de traite, au-dessous de l'angle de traite, grêle, duodénum et estomac, ou bien, voilà, on vous pose des questions pièges, comme de ce genre-là. Il faut savoir que l'hémorragie digestive haute vient au-dessus de l'angle de traite ou l'angle duodéno-jejunal, c'est-à-dire au-dessus du D4, D3, D2, D1, l'estomac et l'œsophage. Voilà. Deuxième question, c'est par rapport à l'hémoglobine. On vous dit une hémorragie de grande abondance. Dans une hémorragie de grande abondance, on trouve une hémoglobine entre 7 et 10, entre 5 et 6, voilà, de ce genre-là. Alors, retenez que l'hémoglobine au-dessous de 7. Avant, c'était au-dessous de 8, maintenant c'est au-dessous de 7. La quantité d'hémorragie rejetée, c'est au-dessus de 1,5 litre. À chaque fois que vous avez
un malade qui a des varices œsophagiennes, vous savez qu'il a des varices œsophagiennes, vous utilisez la sonde de Blackmore. D'accord? Alors, il y a une question, même si on a ligaturé des varices œsophagiennes, ça ne fait rien. De toute façon, c'est la fibroscopie. La ligature, ça se fait par la fibroscopie. Et si elle vous dit, c'est bon, il n'y a plus de saignement, vous pouvez mettre la sonde de Blackmore sans la gonfler. Vous l'utilisez comme une sonde simple. Et vous pouvez utiliser une sonde nasogastrique simple. Voilà. Et il faut savoir qu'il n'y a pas que la sonde nasogastrique. Dans les varices œsophagiennes, il n'y a pas uniquement la sonde de Blackmore, mais il y a deux autres sondes qu'on appelle, on l'appelle la sonde de Nilaton. Nilaton. La troisième, j'ai oublié son nom. Sonde de Blackmore et la sonde de Nilaton. Deux. Au moins deux, c'est déjà beaucoup. Voilà, apparemment, il n'y a plus d'autres questions. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, c'est bon? Alors, la prochaine fois, on fera les ictères, conduite à tenir devant un ictère. Aussi, question, c'est-à-dire de pratique courante. Alors, quelles sont les autres contre-indications de la sonde nasogastrique en dehors des ruptures de varices œsophagiennes? Non, il n'y a pas de contre-indication à la mise en place d'une sonde nasogastrique. D'accord? Au contraire, même si le malade, et surtout si le malade, il est inconscient, d'accord? Il faut mettre la sonde gastrique pour aspirer le contenu, parce que le malade inconscient, c'est lui qui risque de faire un syndrome de Mendelssohn. Donc, raison de plus de mettre la sonde nasogastrique. Voilà. Dans toutes les situations, sauf dans la rupture de varices œsophagiennes, il faut mettre la sonde de Blackmore. C'est pratique, encore une fois. Revoyez une fois, deux fois, ça s'enregistre dans la tête. Je suis sûr et certain. Et comme ça, on va faire la prochaine fois les ictères, hein, parce que c'est fréquent. Il y a d'innombrables diagnostics dans les ictères et généralement, on est perdu. Quand on a un malade devant nous qui fait un ictère, on est perdu pour trouver le diagnostic. C'est vrai ou pas? Dites-moi. C'est vrai ou pas? Oui, professeur. Donc, on fera les ictères la prochaine fois. Vous allez voir, c'est très facile. En tout cas, bon, le temps est passé. Hein? Est-ce qu'on a le temps ou bien on laisse pour la prochaine fois? Allô, allô? Quand vous voulez, professeur. On va laisser pour la prochaine fois. Bien que c'est très facile, hein, c'est très facile, la conduite à tenir devant un ictère. D'accord? Laissez, on va la faire la prochaine fois avec autre chose. Parce que ça prend même pas 10 minutes. Mais pour ne pas vous brouiller par les informations, hein, ça suffit. Là, on a fait combien? 1h30 peut-être, un peu moins, mais ça suffit largement. OK? Je vous remercie. Alors, il y a des gens qui me disent, déjà qui m'envoient des messages comme quoi c'était facile, c'était bien, c'était pratique. Eh bien, je remercie tout le monde. Et à la prochaine. Bon courage. Merci, professeur. Merci, professeur.